cette confiance et ce mandat de façon tout à fait responsable. Ça veut dire sans aucun excès inutile, mais également sans aucune faiblesse qui apparaîtrait comme un refus d'assumer une responsabilité que la charte m'implique, que la charte me définit comme obligation. Donc ce sera un acte de responsabilité sans excès aucun, mais également responsabilité sans faiblesse. Voilà ce que je voulais dire sur votre question. I thank you. Je vous remercie, étant donné qu'une heure et demie est passée, étant donné que les États membres et les groupes restent intéressés par une intervention dans le cadre du premier segment. Je voudrais quand même évoquer le deuxième segment, les trois piliers. Nous allons poursuivre notre liste d'orateurs. Donc, si vous souhaitez intervenir, je vous invite à appuyer sur le bouton du micro. Je vais donner la parole à l'orateur suivant. Nous devons attendre un petit instant. Je crois que c'était l'Égypte qui souhaitait intervenir au nom du groupe arabe. Égypte. Je vous remercie, Madame la Présidente. J'ai l'honneur de prononcer cette déclaration au nom du groupe arabe. Le groupe arabe se félicite de la participation à ce dialogue de M. Macky Sall. Le groupe arabe est tout à fait disposé à coopérer avec le prochain secrétaire général pour contribuer à renforcer le rôle des Nations unies afin de consolider le respect de la charte et de renforcer le développement durable, la paix et la sécurité. Nous voudrions poser une question à M. Macky Sall. Premièrement, comment envisagez-vous le rôle du secrétaire général pour renforcer le rôle du système des Nations unies et les efforts intégrés en ce qui concerne la question palestinienne pour garantir la mise en œuvre pleine et entière de toutes les résolutions applicables, et ce, afin de parvenir à une paix juste et durable au Moyen-Orient. Deuxièmement, comment envisagez-vous de renforcer le respect du droit international humanitaire pour appuyer le rôle des organisations humanitaires, en particulier l'UNRWA, pour l'aider à mettre en œuvre son mandat dans son intégralité, dans des conditions difficiles dans le territoire palestinien occupé. Et je voudrais également poser une autre question à titre national. Je passe à l'anglais. Monsieur Sall, dans votre réponse au Mali, qui s'est exprimé au nom du groupe africain, vous avez fait référence au fléau du terrorisme, qui inflige actuellement des dégâts et des souffrances en Afrique, notamment dans le Sahel et dans l'Afrique occidentale. Le terrorisme a évolué ces 20 dernières années. Il est désormais plus complexe, et plus résistant. Il s'adapte aux contre-mesures. Comment pouvez-vous redonner un rôle central, crucial, aux efforts de lutte anti-terrorisme? Comment est-ce que cela peut revenir au cœur de l'action pour la paix et la sécurité des Nations Unies? Merci à l'Égypte qui s'est exprimée au nom du groupe arabe. Nous aurons ensuite les îles Salomon, Trinité et Tobago, mais nous allons tout d'abord écouter les réponses de M. Sall. Merci beaucoup, Monsieur le représentant de l'Égypte, Choukran Saïd Safir. Merci pour vos questions au nom du groupe arabe. Oui, le rôle du secrétaire général, je vois qu'il revient toujours. Ce rôle, je pense, réinventé, va être ou la garantie pour que l'organisation retrouve sa place autour de la table globale, ce qui devrait être le cas, toujours. Encore une fois, le secrétaire général ne sera pas là pour choisir un camp,
mais pour éviter que le monde ne se divise en camps. Ça va être ma démarche et mon rôle en permanence. Et je pense que de cette démarche dépendra la crédibilité qui fera adhérer, en tout cas avec le soutien des États membres, qui fera adhérer aux positions de l'organisation sur ces différents conflits. Vous avez parlé du conflit palestinien. Ce conflit Israël-Palestine, on le sait, il est à la fois une menace permanente à la paix et à la sécurité internationale, mais aussi une tragédie humaine. De nombreuses résolutions, vous l'avez rappelé, et initiatives ont été consacrées à ce conflit, ici même, dont le dernier, c'est un peu l'accord du 9 octobre 2025 à Sharm el-Sheikh, chez vous, en Égypte, entre Israël et le Hamas sur la base du plan qui a été proposé par le président Donald Trump. Ma conviction, c'est qu'il faut continuer à travailler dans cette direction parce que ni la guerre, ni la violence, sous toutes ses formes, ne peuvent apporter la paix et la sécurité à aucune des parties. Donc il nous faut continuer à travailler avec toutes les parties pour que ces accords de paix, ces plans de paix puissent connaître un achèvement. Et en ce qui concerne l'aide humanitaire, je dois rendre hommage aux agents des Nations Unies et aux ONG qui participent à son acheminement, parfois au péril de leur vie, et ces agents doivent être encouragés et accompagnés. Donc, en ce qui concerne maintenant le fléau du terrorisme, je l'ai dit en introduction, nous ne devons pas laisser les seuls pays engagés, particulièrement en Afrique, face au terrorisme international. Il a fallu des coalitions internationales pour venir à bout du terrorisme dans le Levant. En Afrique, depuis des années, que ce soit sur la bande sahélo-sahélienne, avec les pays de l'Alliance du Sahel, que ce soit sur la zone du lac Tchad, au niveau du Tchad avec Boko Haram, le Tchad et le Nigeria, jusqu'en République centrafricaine maintenant, que ce soit sur la corne de l'Afrique avec les Chebab, ou même en Afrique australe avec le Mozambique, on voit bien que le continent dans son entièreté aujourd'hui est préoccupé et gravement menacé par la présence du terrorisme international. Donc là, je crois qu'il faut continuer les efforts avec le Conseil de sécurité et ça va être un agenda, en tout cas, sur lequel nous allons travailler en permanence. Je vous remercie. Thank you. Thank you. Merci. Je donne maintenant la parole aux îles Salomon au nom du Forum des îles de Pacifique, suivi de Trinité et Tobago et de l'Andorre. Donc les îles Salomon. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur Macky Sall de nous avoir fait part de votre vision. J'ai l'honneur de m'adresser aujourd'hui à vous au nom des membres du Forum des îles du Pacifique représentés ici à New York. Nous remercions la présidente de l'Assemblée générale de nous donner cette occasion très utile de discuter avec les candidats et candidates au poste de secrétaire général. La région du Pacifique doit relever de nombreux défis. Certains sont sui generis, uniques à notre région, d'autres sont partagés par les autres. Pour relever ces défis, nous devons être solides et coopérer par le biais du forum pour obtenir des résultats pour notre population. Le défi le plus important est celui des changements climatiques qui mettra en péril les vies, les moyens de subsistance, le bien-être de notre population. La visite du secrétaire général dans notre région l'a aidé à comprendre la gravité de cette menace et à mobiliser l'attention internationale. Cela lui a également permis de bien comprendre le rôle moteur joué par la région. Il a pu entendre les membres de notre communauté présenter leurs efforts et voir leur résilience. Le secrétaire général a décrit la région du Pacifique comme étant un phare de solidarité et de solidité, de force. Le Pacifique et les Nations Unies ont une longue histoire de coopération et nous voulons que ce partenariat continue d'être privilégié sous l'égide du nouveau secrétaire général. Nous avons deux questions pour le candidat. Premièrement, comment utiliseriez-vous
le poste de secrétaire général pour mobiliser l'action pour aider nos pays, en particulier les petits États, face à l'impact du changement climatique. Deuxièmement, les Nations Unies voient bien la situation. Comment feriez-vous pour guider vos décisions lorsque un capital politique doit être dirigé, changement climatique, conflit, etc. Comment équilibrer, comment tout gérer? Je vous remercie. Je remercie donc les îles Salomon. Merci beaucoup, Madame la représentante des îles Salomon et aussi du Forum des îles du Pacifique. Je comprends parfaitement les défis que vous avez évoqués qui concernent les changements climatiques qui impactent directement la vie dans ces îles et qui menacent même leur existence. C'est la raison pour laquelle, je l'ai dit tantôt, nous devons prêter une attention très soutenue aux conséquences des changements climatiques sur ces petits États insulaires, qu'il s'agisse des États du Pacifique ou des Caraïbes ou même d'Afrique. Il est important que la communauté internationale considère que ces pays sont plutôt des victimes parce qu'elles contribuent très peu en réalité dans la pollution qui est à l'origine des changements climatiques. Parce qu'ils ont très peu de gaz à effet de serre parce qu'ils n'ont pas une industrie. Donc on doit pouvoir, par la solidarité internationale, accompagner l'action de ces îles du Pacifique et de façon globale des États insulaires pour que ces États insulaires puissent continuer à financer leur action climatique, l'adaptation et surtout leur permettre de renforcer leur résilience par rapport à cette menace, qui est une menace permanente. On le voit à travers les tempêtes tropicales, à travers les hurricanes et toutes ces conséquences qui sont vécues par ces pays et qui parfois détruisent des décennies d'efforts de développement. Donc soyez rassurés que nous prêterons une attention particulière et que la réforme qui est engagée ne sera pas normalement au détriment de ces préoccupations de développement et surtout de financement de l'action climatique. Voilà ce que je voulais répondre sur votre question. Thank you. Je vous remercie. Je donne maintenant la parole au la représentante de Trinité et Tobago au nom de la communauté des Caraïbes. Ensuite, nous aurons l'Andorre et la prochaine organisation de la société civile. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je m'exprime au nom des 14 États membres de la CARICOM, la communauté des Caraïbes. Je remercie également Monsieur Sall de proposer ses services à la communauté internationale. Merci de nous avoir présenté votre vision stratégique. En ce qui concerne les questions thématiques, leadership, compétences, etc., Dara Mashold, ancien secrétaire général, a dit un jour « Ce ne sont pas les grandes puissances qui ont besoin des Nations Unies pour leur protection, ce sont toutes les autres. » Et à cet égard, l'organisation est d'abord et avant tout leur organisation. Et je suis convaincue de la sagesse avec laquelle l'organisation sera utilisée. Et durant tout mon mandat, je serai le serviteur de l'organisation dans l'intérêt de toutes ces autres nations tant qu'elles voudront que je le fasse. Fin de citation. Si vous êtes élu secrétaire général et les îles Salomon et les Palaos ont posé la même question, je vous invite à être précis dans votre réponse. Comment envisagez-vous le rôle des petits États dans le système des Nations Unies et quelles mesures concrètes est-ce que vous penseriez privilégier pour que leur voix soit bien entendue aux Nations Unies dans les processus de décision, notamment lorsqu'il s'agit de renforcer les synergies entre le bureau du secrétaire général et celui des États membres? Et je comprends bien que le premier port d'attache, si je puis dire, avec les États membres, ce serait les missions diplomatiques à New York. Et deuxièmement,
quelles sont les réformes qui vous paraissent nécessaires pour que l'architecture des Nations Unies reflète les réalités mondiales actuelles sans saper sa capacité d'agir? Et comment améliorerez-vous la mise en œuvre des mandats de l'Assemblée générale et comment améliorer la coordination entre le bureau du secrétaire général, le comité spécial des opérations de paix, le Conseil de sécurité et les pays fournisseurs de contingents? Je vous remercie. Je remercie Trinité et Tobago qui s'est exprimé au nom de la CARICOM. Monsieur Sall. Merci beaucoup, Monsieur le représentant de Trinidad et Tobago. D'abord, je voudrais saluer l'action de votre pays qui a été à l'origine de la création de la Cour pénale internationale. On dit que ce n'est pas parce qu'on est un petit pays qu'on n'a pas de grandes idées. Je voudrais donc saluer cette action. En ce qui concerne le rôle, enfin la répartition géographique, elle revient. Je pense avoir dit que j'en ferai une préoccupation majeure, puisque je sais que c'est une grande préoccupation pour les États membres. Il est clair que le bureau du secrétaire général devra aussi refléter la réalité du monde d'aujourd'hui, tout comme d'ailleurs le Conseil de sécurité devrait représenter la réalité du monde d'aujourd'hui. Tantôt, je n'ai pas eu assez de temps pour répondre à la question du Mali sur également la position africaine par rapport à la réforme du Conseil de sécurité. J'ai défendu cette position dans une autre vie en tant que président de mon pays, c'était le respect du consensus d'Iselweni. En tant que secrétaire général, mon rôle, c'est d'accompagner une réforme consensuelle et de faire en sorte que l'organisation, son Conseil de sécurité en particulier, soit le reflet du monde d'aujourd'hui, du XXIe siècle. Bien sûr, cette réforme n'est pas simple parce qu'on le voit bien, depuis près de 30 ans, le sujet est sur la table. Mais il faut essayer de faire avancer l'agenda par consensus, tout en gardant à l'esprit la nécessité de préserver l'efficacité du Conseil de sécurité, de préserver également la crédibilité, parce qu'il faut que le Conseil aussi soit conforme à ce que le monde d'aujourd'hui est. Donc, il faut, oui, aller vers la réforme, mais il faut y aller prudemment et de façon consensuelle. Le secrétaire général travaillera dans cette perspective. En ce qui concerne maintenant le rôle des petits États, croyez-moi, je vous l'ai dit, j'entends bien ce cri de cœur et nous veillerons à ce qu'il y ait davantage d'équité sur les responsabilités. Et je demanderai d'ailleurs aux pays membres qui devront proposer des postes, pour chaque poste de proposer une femme et un homme, de sorte que le secrétaire général pourra plus facilement travailler sur la balance du genre, mais aussi tiendra compte de la réalité géographique de chaque État membre. Je vous remercie. Thank you. I now give the... Merci. Je donne la parole à Londor au nom du groupe des ambassadeurs de la francophonie, ensuite la société civile et l'Autriche. La présidente, j'ai l'honneur de prendre la parole aujourd'hui au nom de 53 pays membres, 32 observateurs et 100 associés. Pour permettre d'autres à participer dans ce débat, je passe directement à vous poser des questions en sachant que vous êtes vraiment francophone. Vous avez déjà répondu sur le multilinguisme, mais nous avons encore des questions sur ce sujet. Depuis la publication du cadre stratégique pour le multilinguisme en mars 2024, aucune directive ou circulaire administrative opérationnelle n'a été adoptée. Dans ce contexte, quelle nouvelle impulsion entendez-vous apporter à la mise en œuvre de le cadre stratégique? Deuxième question. Quelles mesures concrètes envisagez-vous pour rétablir une parité réelle entre les langues de travail du secrétariat, en particulier entre le français et l'anglais, et pour garantir que le multilinguisme soit pleinement intégré dans les activités liées à la paix, au développement et autres droits humains? Sur le multilatéralisme en réseau, nous avons deux questions. Dans un contexte où les défis globaux exigent une mobilisation élargie, quelle est votre vision d'un multilatéralisme en réseau permettant une participation plus structurée des institutions régionales aux côtés des États membres? Et finalement,
comment comptez-vous valoriser les complémentariétés opérationnelles avec ces acteurs, notamment l'Organisation internationale de la francophonie, comme vecteur de mise en œuvre des 3 piliers des Nations unies dans une logique de rationalisation des efforts et recentrage sur les priorités des Nations unies? Je vous remercie. I thank Je remercie l'Andorre au nom du groupe de la francophonie, Monsieur Sack. Beaucoup, monsieur le représentant d'Andorre et en même temps de la francophonie. Je vous salue. Sur le multilinguisme, je pense avoir déjà répondu, mais ce que je peux vous dire, c'est que tout ce que la charte a déjà indiqué sera appliqué pour ce qui concerne d'abord les langues de travail, mais également, j'ai dit que nous allons voir ce que nous pouvons apporter comme nouveauté, utilisant l'intelligence artificielle qui aujourd'hui peut beaucoup aider, sans coûter très cher, l'organisation à pouvoir vraiment, au-delà même de ces langues qui sont officielles, faire ce qu'il faut. Donc je regarderai quelles sont les mesures qui devraient être prises pour que ce cadre qui a été défini, le cadre stratégique, puisse être appliqué. Donc pour le moment, je ne peux pas en dire plus parce que je ne connais pas l'état de ce dossier. En ce qui concerne maintenant, oui, les mesures concrètes pour l'équité en anglais, sur les langues de travail déjà, on va veiller à ce que ces langues, toutes les deux, soient présentes dans les documents, tout comme les services de l'interprétariat. Aspect, la coopération entre les Nations Unies et l'OIF, je pense que j'ai déjà parlé cet après-midi de la nécessaire coopération entre l'ONU et les organisations régionales, tout comme les organisations sectorielles, comme, en tout cas multilatérales, comme l'Organisation internationale de la francophonie. Parce qu'on partage les mêmes domaines, la démocratie, la médiation, la paix, et sur ces sujets, je crois qu'il peut y avoir des complémentarités. Ces complémentarités permettraient à l'organisation peut-être d'être moins présente partout et de travailler en étroite collaboration avec d'autres cadres. Et ils sont nombreux ces cadres. Je crois que nous allons explorer toutes ces possibilités pour que l'organisation... compléter le plus possible par ces autres organisations partenaires.
au sein des États, mais surtout entre États. De plus en plus, on assiste malheureusement à ces conflits entre États. Ça, c'est l'action permanente, la médiation et l'alerte précoce et la diplomatie préventive qui nous permettra d'éviter, autant que faire se peut, le déclenchement de conflits à grande échelle. Et pour la question des droits humains, bien sûr, je pense que nous devons, déjà là où l'ONU intervient avec des forces de maintien de la paix, des efforts ont été faits pour la tolérance zéro par rapport aux violations faites sur les populations locales, particulièrement sur les femmes, violations sexuelles et autres, c'est la tolérance zéro. Et ça va être poursuivi et renforcé. Nous devons aussi veiller à ce que le droit humanitaire vraiment prenne, l'action humanitaire prenne de plus en plus sa place dans ces zones de conflit pour venir en aide aux populations qui sont déshéritées, qui sont donc sans toit, qui n'ont pas de solution sur la santé, sur l'éducation, sur l'eau, etc., etc. Donc, vraiment, c'est une action collective. Le secrétariat va être celui qui impulse, mais ce travail se fera avec naturellement toutes les parties prenantes et surtout les États membres dans ce qui convient d'appeler l'action commune, l'action collective pour la paix dans le monde. Merci. Thank you. Merci, je donne la parole à l'Autriche, au nom du groupe des Amis de l'État de droit, puis le Royaume des Pays-Bas et puis l'Allemagne. Thank you, President Merci, Madame la Présidente. Kisag. I have the honor to speak. J'ai l'honneur de m'exprimer au nom de plus de 50 États membres du groupe des Amis d'État de droit. Ces dernières années, nous avons observé des violations de certaines des dispositions les plus fondamentales de la Charte, y compris l'obligation de tous les États membres de s'abstenir dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à la force, ou à des atrocités généralisées commises, violant par là même le droit international. En plus de l'échec au Conseil de sécurité qui n'a pas pris de mesures adéquates pour réagir. Deux questions, donc, pour notre groupe. Quelles mesures préventives et proactives concrètes adopteriez-vous en tant que secrétaire général pour renforcer l'état de droit et pour éviter que les États membres ne violent les principes du droit international et de la Charte? Et deuxième question, et soyez précis s'il vous plaît, quelles mesures d'initiative de diplomatie préventive inaugureriez-vous? Je sais que la question vient d'être posée, mais je voudrais une réponse très très précise. Merci. Je remercie le représentant de l'Autriche au nom du groupe d'amis. Je vous en prie. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, le représentant de l'Australie et du groupe des Amis de l'État de droit. Je voudrais rappeler que dans le contexte international actuel, toute initiative qui réaffirme le respect du droit international et de la Charte des Nations Unies est une initiative importante que je soutiens totalement. Le groupe des Amis de l'État de droit, comme vous l'avez dit, vous êtes 50 pays, contribue utilement à promouvoir la sécurité juridique, le respect des engagements internationaux, l'égalité souveraine des États et surtout le règlement pacifique des différends. Donc ça, c'est vraiment la mission principale de l'ONU. Vous êtes vraiment des précurseurs, ou en tout cas des acteurs qui accompagnent l'organisation dans ce qui doit être son credo de tous les jours. Donc je reste profondément attaché au non-recours à la violence, à la force et surtout au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États membres, ainsi qu'à une application non sélective également du droit international. Cela, bien sûr, devra être rappelé chaque fois que nécessaire. Encore une fois, l'application incombera aux États. Mais nous ferons, nous, ce qui nous revient de droit. C'est-à-dire, c'est d'avoir la parole, de la prêcher et de la faire de façon indistincte, sans parti pris et sans double standard surtout. Voilà, je vous remercie. Oui, pour la prévention diplomatique, vous avez raison. L'action
me semble qu'une action robuste sur le plan de la prévention et de la médiation devra nous permettre d'éviter d'arriver à des crises. Et si le dialogue est maintenu, je pense qu'on peut parfaitement éviter un certain nombre de crises. Je vous remercie. Merci. I now give Je donne la parole au Royaume des Pays-Bas, au nom des pays du Benelux, puis à l'Allemagne, et puis ce sera au tour de la Suède. Merci Madame la Présidente. J'ai l'honneur de m'exprimer au nom des pays du Benelux, un partenariat regroupant le Luxembourg, la Belgique et mon pays, le Royaume des Pays-Bas. Je souscris aussi à la déclaration prononcée par l'Union européenne. Je remercie M. Sall de nous avoir fait part de sa vision et de répondre à nos questions. Je pense que l'ONU a besoin surtout d'un ou d'une secrétaire générale avec un passif en matière de leadership, capable de gérer une organisation complexe alors que les tensions géopolitiques et les pressions financières sont nombreuses. Nous attachons une importance toute particulière à un secrétaire général ou une secrétaire générale qui renforcerait la confiance dans le multilatéralisme et dans l'ordre juridique international, qui serait un esprit fédérateur pour les trois piliers et qui pourra contribuer proactivement à la prévention, à la consolidation de la paix et à la médiation. Dans le même temps, nous estimons qu'il faut aussi renforcer la situation de la durabilité financière de l'ONU, sa redevabilité, sa cohérence à l'échelle du système. Dans un contexte politique de plus en plus complexe, le rôle du secrétaire général en tant que pouvoir fédérateur a un devoir d'établissement de pont, de passerelle. Et pour cela, il faut être très attaché aux principes et aux valeurs de l'ONU, y compris les droits humains, l'état de droit et leur redevabilité. Ce qui m'amène à mes deux questions. Tout d'abord, auriez-vous l'amabilité de nous dire comment, en tant que secrétaire général, vous allez défendre les principes et valeurs de l'ONU de façon cohérente, notamment lorsque les temps à prendre des décisions difficiles vis-à-vis des États membres. Ensuite, que pensez-vous de la composition de votre équipe de groupe au niveau notamment le vice-secrétaire général? Je sais que vous avez déjà présenté quelques réflexions, mais j'aimerais plus de précisions s'agissant de l'équilibre régional, homme-femme, des qualités des uns et des autres, compétences. Comment comptez-vous organiser tout ça? Je vous remercie. Je remercie la représentante du Royaume des Pays-Bas au nom des pays du Benelux. Je vous remercie, Madame la Présidente. Thank you very much. Madame représentative Merci beaucoup. Merci à la représentante des Pays-Bas et du Benelux. Comme vous l'avez très bien dit, je crois que l'ONU a besoin d'un chef, d'une chef. Et si je venais à être élu, je respecterais stricto sensu la charte et bien sûr la diplomatie ne se fait pas dans la rue. Au fil des déclarations dans les médias, je ferai de mon mieux pour travailler avec tous les États membres, surtout les membres permanents et les membres du Conseil de sécurité. En tout cas, et c'est une certitude, je ferai ce qui est mon devoir. Et je préciserai que tous les États membres ont l'obligation de suivre les règles. C'est la diplomatie. concerne la question financière, on l'a dit, pour la régler, c'est la confiance et c'est la réforme qui permettra d'amener ceux qui résistent encore pour cotiser, de le faire et ensemble avec les États membres, nous devons réfléchir sur des mécanismes de financement qui permettent la prévisibilité et surtout qui sécurisent le financement de
laisser cette répartition géographique, et cela sera le cas. Je crois que je ne peux pas en dire plus. Je vous ai dit, je ferai respecter le principe de la parité. Et pour cela, les États seront sollicités pour chaque poste qui leur est dédié de nous présenter deux profils, une femme qualifiée, ce qui existe dans tous les pays, et un homme également qualifié. Pour le reste, je ne peux pas en dire plus puisque au niveau de mes informations, je n'ai pas encore plus d'informations sur l'ensemble de l'équipe qui entoure le secrétaire général. Maintenant, nous avons les agences spécialisées. Ça, ce sont les États membres avec des mécanismes très précis qui définissent les règles de ces organisations, le choix. Et c'est souvent les États, à travers les régions, qui organisent là aussi la sélection et l'élection des dirigeants de ces agences, des programmes, etc. Soyez assurés que je serai un secrétaire général vraiment équitable et qui travaillera dans la transparence avec tous les États membres. C'est l'engagement que je peux vous dire et que je tiendrai. Thank you. Merci. Je donne la parole à l'Allemagne au nom du G4. Et puis la Suède et la prochaine organisation de la société civile. Merci Madame la Présidente. Nous, cet après-midi, thank you for laying out your vision. Merci d'avoir présenté votre vision. Je m'exprime au nom du groupe 4, Brésil, Japon, Inde, Allemagne. Nous jouons un rôle clé dans la réforme du Conseil. Je sais que vous en avez déjà parlé et que vous avez expliqué votre vision. Mais avez-vous quelque chose à ajouter sur le sujet? N'hésitez pas. Qu'en est-il, selon vous, en tant que secrétaire général? Auriez-vous des initiatives sur la réforme du Conseil de sécurité, des initiatives, ou plutôt un Conseil qui ne représente pas les réalités géopolitiques d'aujourd'hui? Et j'ai une question à titre national. On dit qu'il faut que l'organisation soit adaptée à ses objectifs. Vous avez parlé de réforme. Mais pourriez-vous être un peu plus spécifique, peut-être? En tant que dirigeant, vous avez d'expérience, vous avez peut-être dû mener des réformes en tant qu'ancien président. Et selon vous, que faut-il pour réformer l'organisation? Et votre expérience vous sert-il dans le cadre de ces réformes potentielles? Je vous remercie. Je remercie l'Allemagne au nom du G4, M. Salah. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci, Monsieur le représentant de l'Allemagne, ainsi que du groupe des 4 sur la réforme du Conseil de sécurité. Je voulais rappeler, Monsieur l'ambassadeur, c'est depuis 32 ans que ce débat est sur la table. Avec, bien sûr, au moins un constat collectif. Le Conseil tel qu'il est aujourd'hui n'est pas représentatif du monde d'aujourd'hui. Tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, comment faire pour que le Conseil soit plus représentatif? La problématique est là. Il y a des positions, celles du groupe du G4, qui sont formées d'éminents pays, l'Allemagne, l'Inde, le Brésil, et le quatrième, c'est l'Allemagne, le Brésil, l'Inde. Voilà, ça va revenir tout à l'heure. Et donc, ces pays ont demandé à intégrer effectivement le Conseil comme membre permanent. Vous avez les pays en développement qui ne sont pas du tout représentés, puisqu'ils n'étaient pas là d'ailleurs pendant la création de l'ONU, et le groupe africain qui depuis très longtemps s'est engagé dans un consensus dit d'Iselmeni et qui a réclamé 2 positions de membres permanents avec droit de veto. Ça, c'est la position africaine. Et vous avez d'autres qui considèrent que la réforme ne peut pas être faite pendant ces moments de tension, mais qu'il faut prendre le temps qu'il faut pour arriver vers ces réformes. Alors, moi, ce que je peux faire, c'est d'essayer de pousser l'agenda. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on fasse un peu d'inclusion, tout en gardant à l'esprit la nécessité de
se peut, évidemment, la décision n'est pas celle du secrétaire général, mais celle des États membres. Et c'est ensemble que nous pourrons faire avancer cette réforme. Pourriez-vous encore, disons, c'est sur la réforme principalement, si je peux être plus spécifique, j'étais en train de noter les questions. Je crois que, voilà, c'est sur la réforme ce que je peux dire pour le moment. Il faut continuer à oser aller vers cette réforme, mais sans précipitation et prendre le temps qu'il faut pour que l'inclusion soit une réalité, et l'équité également. Et je pense que tout le monde doit être d'accord sur le fait que le Conseil doit s'ouvrir. Maintenant, comment, c'est toute la problématique. Je vous remercie. Thank you. I now give the floor to the Secretary. Merci. La Suède a la parole, au nom de la Suisse aussi, et puis une autre organisation de la société civile. La présidente, Monsieur le Président Macky Sall, I had the honor to... J'ai l'honneur de poser 4 questions au nom de la Suisse et de la Suède, mon pays. La charte de l'ONU insiste sur l'indépendance du secrétaire général qui doit résister aux pressions des États membres puissants, surtout des membres permanents du Conseil de sécurité. Même si la position du secrétaire général dépend de leur soutien. Comment répondrez-vous si un membre permanent du Conseil de sécurité met en péril les principes de l'ONU et enfreint le droit international? Pourriez-vous décrire une situation où vous vous opposerez publiquement à une grande puissance et quelles conséquences serez-vous capable d'accepter? Ensuite, quelles modifications spécifiques seraient prioritaires pour que le système de l'ONU soit plus coordonné, responsable et plus responsable en termes de ressources, notamment pour renforcer le système des corridors résidents et pour permettre une sélection de personnes compétentes en dehors du système de l'ONU. Troisièmement, quelle est votre vision pour l'avenir des opérations de paix à l'ONU? Comment allez-vous jongler avec les contraintes financières, assurer la sûreté et l'efficacité des missions et garantir que le maintien de la paix demeure un outil multilatéral crédible dans un environnement de conflit? Et enfin, quatrièmement, nous sommes vivement préoccupés par la levée de boucliers contre les droits des femmes et des jeunes filles, notamment les droits et la santé reproductive et sexuelle, et aussi dans le cadre de l'agenda Femmes et Paix et Sécurité. Quelles mesures concrètes allez-vous prendre pour promouvoir l'égalité femmes-hommes pour lutter contre ces régressions? Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Suède au nom de la Suisse et de la Suède, M. Sall. Merci beaucoup. Je représente la Suisse et de la Suède. Je suis désolé pour le représentant de l'Allemagne. Je n'ai pas pu revenir sur la réforme, les mesures concrètes, mais je vais essayer de l'inclure dans cette réponse. D'abord, pour ce qui concerne le droit international, si un membre permanent du Conseil de sécurité arrivait à violer le droit international, mon rôle en tant que secrétaire général, c'est d'attirer son attention, d'abord de façon appropriée, diplomatique. Et si c'est une violation qui est flagrante, cette mise en garde sera publique. Publiquement, on va l'exprimer et appeler à modifier cette situation. Maintenant, le reste, vous le savez mieux que moi, c'est le travail au niveau du Conseil et de l'Assemblée générale. Encore une fois, l'ONU, c'est l'organisation des Nations unies. Ce sont les États. Le secrétaire général, il a une position morale à défendre, basée sur le principe de la charte, qu'il devra exercer sans faiblesse coupable, je vous l'ai dit. J'entendrai en tout cas exercer ce droit, ce devoir, j'allais dire, d'information et de discussion avec le membre qui serait dans cette situation. Pour ce qui concerne la vision sur les opérations de maintien de la paix, je crois que c'est un débat global. Tout le monde s'accorde sur la pertinence de maintenir ces opérations. Parce que sans leur maintien, on peut imaginer ce que va devenir, ce que deviendra en tout cas les conflits frontaliers dans toutes ces zones qui ont aujourd'hui, qui hébergent des forces, des casques bleus des Nations Unies ou des missions politiques. Maintenant, la question, elle est devant nous. Les financements baissent. Entre l'année dernière et cette année, le budget est passé de 7 milliards à moins, à presque 5 milliards et quelques pour l'opération de maintien de la paix. Il y a des zones
savons que ce n'est pas facile de faire appel au chapitre 7. Donc cette réflexion aussi, je crois, elle sera au cœur de nos réflexions communes pour voir comment maintenir, en tout cas, la présence des casques bleus partout où le besoin sera, tout en s'appuyant aussi sur les organisations régionales, tout en travaillant sur l'architecture de paix internationale et tout en invitant les pays contributeurs et qui financent en particulier ces opérations, peut-être élargir ce cercle et les amener à s'impliquer davantage. Pour la réforme, je vous ai dit, les premières actions seront de montrer ce que l'organisation peut faire en termes d'élimination de duplication. Et Dieu sait qu'il y a des choses qui peuvent être faites, parce que parfois il y a des organisations qui se chevauchent. Donc il faudra oser, en tout cas ce sera proposé aux États membres pour une rationalisation et une plus grande efficacité de l'action du secrétariat, mais aussi de tous les organes qui dépendent de l'ONU. Et avec les États, on verra jusqu'où on est prêt à aller dans la réforme. Je vous remercie. Thank you. Merci. Je donne la parole à l'organisation suivante de la société civile du Mexique. Le représentant n'est pas dans la salle à cause de circonstances malheureuses et donc sa déclaration sera lue au nom de l'organisation à nouveau. Je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Au nom de l'organisation, je vais donner lecture de la question suivante. Quel changement souhaitez-vous faire advenir pour renforcer le mécanisme de promotion et de collaboration du travail avec la société civile en se concentrant sur les questions relatives aux jeunes en particulier? Je vous remercie. Merci, Monsieur Sall. Thank you very much. Merci beaucoup. Occupe la majorité de la population mondiale. Même si dans les pays industrialisés, nous avons une pyramide des âges inversés. Quand vous voyez aujourd'hui, que ce soit en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine, la population, elle est très jeune. Et donc, toutes les politiques de développement devront tenir compte de cette réalité. J'ai lancé pendant mes années de gouvernance au Sénégal une sorte de banque pour les jeunes, puisqu'il fallait développer l'entrepreneuriat, étant entendu que l'emploi salarial ne peut pas être une réponse à la demande massive d'emploi dans presque tous les pays. Si vous avez une population moyenne en Afrique de 19 ans, où l'âge médian est de 19 ans, vous voyez les difficultés que cela pose pour les États. Donc, avoir des politiques de développement qui intègrent non seulement la formation, et dans la formation, on a l'éducation, mais on a surtout la formation professionnelle et les nouveaux métiers liés au digital. Cela doit permettre de développer des activités qui vont mettre à la disposition des jeunes des ressources leur permettant de faire de l'entrepreneuriat. Et en ce qui concerne maintenant l'organisation elle-même, on a déjà des mécanismes avec le Conseil économique et social, on a des dispositifs qui sont sur place pour le leadership des jeunes. Je crois que cela va être renforcé avec la société civile, mais plus généralement, je crois que la problématique de l'emploi des jeunes dans le monde doit nous occuper parce qu'elle est liée à la problématique de la migration et elle est liée aussi à la problématique même du terrorisme, parce qu'il faut lutter contre ce qu'on peut qualifier aujourd'hui de radicalisation, parce que les jeunes chômeurs sont naturellement des proies faciles pour les terroristes, donc c'est une problématique globale. Et pour revenir à la question antérieure, je voudrais rappeler donc le G4, il y avait bien entendu le Japon, l'Allemagne, le Brésil et l'Inde. Donc je voulais juste corriger, parce que tout à l'heure, je n'ai pas pu donner la liste complète. Voilà, Madame la Présidente, je vous redonne la parole. I now give the floor to the distinguished representative of Finland. La Finlande, au nom de la Jordanie, et puis l'Australie et la Malaisie. Les premiers États à titre national. Merci beaucoup Madame la Présidente, merci Monsieur Sall
la Jordanie et la Finlande ont l'honneur d'être les coprésidents du groupe de la jeunesse, de la paix et de la sécurité. Les jeunes peuvent être un élément clé de la paix et de la résilience au niveau mondial. En tant que coprésidente et coprésident, nous travaillons étroitement avec des jeunes faiseurs et faiseuses de paix, des réseaux, pour nous assurer que leurs perspectives alimentent les débats à l'ONU. Et la question que je veux vous poser est au nom des jeunes faiseurs et faiseuses de paix. Si vous étiez élu, comment utiliseriez-vous votre rôle pour promouvoir l'agenda Jeunes et Paix et Sécurité, comme il se doit? Avez-vous peut-être un exemple concret à nous donner? Merci beaucoup. Je remercie la représentante de la Finlande au nom de la Jordanie. Je vous en prie, Monsieur Sall. Merci beaucoup, Madame la représentante de la Finlande et de la Jordanie. Je salue l'action conjointe de vos deux pays pour mettre en place le réseau de la jeunesse en faveur de la paix et de la sécurité. Promouvoir l'agenda de la paix et de la sécurité, c'est en effet intégrer une dimension jeunesse et même une dimension femme, parce qu'il y a aussi le rôle des femmes sur la paix. Et en Afrique en particulier, on voit beaucoup l'intervention des femmes, surtout de la société civile, dans la résolution des conflits et dans la prévention. Je crois que de la même façon, pour les jeunes, il faut encourager cet agenda, d'autant plus que dans beaucoup de conflits, on voit des jeunes, les enfants soldats, comme on le dit, parce que très tôt, ce sont des victimes faciles pour le recrutement, pour la radicalisation. Donc tout ce qui pourra être fait pour, en tout cas, apporter une réflexion dynamique le sera en faveur de la jeunesse. Et je serai très heureux de pouvoir collaborer avec vos deux pays pour que cet agenda soit partagé et que enfin, ensemble, nous puissions apporter des réponses positives qui pourront être proposées à l'Assemblée générale et au besoin au Conseil de sécurité. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of... Je remercie la Finlande, l'Australie au nom des Cairns, de la Nouvelle-Zélande, pardon. Madame la Présidente, Excellence, Monsieur Sall, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps aujourd'hui. Étant donné le contexte, la capacité de l'ONU à s'acquitter de son mandat se base sur la crédibilité institutionnelle, ses capacités, et il faut pour cela aussi un leadership basé sur le principe et la capacité de déployer les bons offices du secrétaire général avec un courage politique. Il faut que l'ONU défende les trois piliers de son travail et traduise les avertissements précoces en des mesures rapides. Il faut aussi de l'expérience, une gestion éthique et des mandats réalistes adaptés aux objectifs efficients qui peuvent être mis en œuvre. Et donc j'ai une question au nom de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, mon pays. Et l'Autriche voudrait aussi une réponse. Selon vous, l'ONU 80 permet-elle de mettre en concordance les autorités et les finances pour que l'ONU arrive à des résultats dans le contexte de ces trois piliers? Et comment utiliseriez-vous l'initiative ONU 80 pour qu'elle soit plus efficace? Je vous remercie. Je remercie la représentante de l'Australie, qui s'est aussi exprimée au nom de la Nouvelle-Zélande, Monsieur Sall. Madame la représentante de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, vous avez évoqué la problématique du déploiement de bons offices. Je crois en avoir parlé dans mon propos liminaire. Il faudra développer une diplomatie préventive, renforcer une action forte pour la médiation et donc la prévention contre les conflits. Et dans ce cadre-là, bien sûr, avec la réforme ONU 80, nous pourrons insister sur certains secteurs où peut-être des renforcements seront nécessaires, notamment le développement de cette mission de bons offices, mais également de toute cette activité préventive. L'ONU 80, je crois que a été lancé lors de l'anniversaire du 80e anniversaire de l'ONU. J'ai déjà regardé de près les mesures qui ont été préconisées. Je pense qu'il y a
peuvent être optimisés. Quand je parlais d'optimisation, tantôt je pensais à cela. Éviter les mandats qui se chevauchent, éviter les missions qui se superposent. Donc ça, c'est ce que l'organisation peut faire assez rapidement. Maintenant, pour aller plus loin, évidemment, il faut que ce travail, cette réforme soit partagée avec les États membres. C'est ça qui donnera une réforme durable et une réforme qui engagera tout le monde. Et c'est cela, c'est comme cela seulement que nous pourrons mobiliser maintenant l'ensemble des ressources qui doivent venir des cotisations statutaires et qui doivent venir également des contributions volontaires des États. Évidemment, la réforme ne doit pas tuer les piliers de la mission de l'ONU. Ces piliers, on l'a dit et rappelé, c'est la paix et la sécurité, ce sont les droits humains et c'est le développement. Donc, ces trois doivent aller ensemble. Et dans la paix et la sécurité, toute la problématique du maintien de l'ordre est posée. Donc, nous avons du travail devant nous, si, en tout cas, vous me faites confiance, avec les missions permanentes, avec les États, sur tous ces sujets, pour que nous puissions sortir avec des solutions qui vont guider l'action de l'ONU pour les prochaines 5 années à venir. Voilà ce que je voulais dire sur cette question. Thank you. Merci. Bien, nous en avons terminé avec la liste des orateurs représentant des groupes. Nous allons avoir maintenant les États membres intervenant à titre national. Je vous rappelle que vos interventions ne doivent pas durer plus de 2 minutes si vous exprimez au nom de votre pays. Et je voudrais également vous rappeler, Monsieur Sall, que vous êtes invité à ne pas dépasser 2 minutes non plus, pour que nous puissions écouter autant d'États membres que possible. Nous allons commencer par la Malaisie, puis la Côte d'Ivoire, et ensuite l'Organisation de la société civile. La Malaisie. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci de me donner l'occasion de discuter avec le candidat, Monsieur Macky Sall. Merci de prendre le temps de répondre à la question de la Malaisie. Merci de votre participation. Un des outils les plus importants à la disposition du secrétaire général, c'est pour la promotion de la médiation et la résolution des conflits, c'est donc le déploiement d'un envoyé spécial. Nous avons vu la valeur de cette approche en Malaisie. L'envoyé spécial sur le Myanmar a travaillé de façon constructive et étroite avec l'envoyé spécial de l'ASEAN lorsque la Malaisie a présidé l'ASEAN l'an dernier. Cette complémentarité entre les mécanismes régionaux et les Nations Unies, mécanismes tels que l'ASEAN, reflète le type de cohérence multilatérale que nous voudrions voir préservée. Ma question est la suivante. Si vous devenez secrétaire général, si vous devez assumer la responsabilité de nommer un envoyé spécial, notamment dans un conflit sensible, complexe, quels sont les critères spécifiques qui guideraient votre sélection? Merci. Je remercie le représentant de la Malaisie, M. Sall. Merci beaucoup, monsieur le représentant de la Malaisie, pour votre question. Elle est très importante et elle renvoie à la coopération dont j'ai parlé tantôt entre les Nations Unies et les organisations régionales. Vous avez cité le cas de l'ASEAN et c'est important. Pour le choix d'un envoyé spécial, je pense que le premier critère, c'est la connaissance du sujet. Si on envoie quelqu'un en Asie, il faut bien que ce soit un connaisseur de l'Asie, un spécialiste tout au moins de l'Asie. Il y a également les critères éthiques, bien entendu, et il y a l'expérience. Je pense que c'est autant de critères composites qui pourront être combinés pour pouvoir désigner un envoyé spécial qui déjà a un vécu, bien sûr, au plan diplomatique, au plan politique, au plan de la connaissance historique du conflit. On aura besoin de cette qualité et il faudra aussi que les envoyés spéciaux puissent venir de toutes les régions du monde. Donc le critère va être donc principalement un critère de compétence, d'expérience et d'éthique par-dessus tout. Thank you. Now I give the floor. Merci. Je donne maintenant la parole à la Côte d'Ivoire. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président Macky Sall, permettez-moi de vous
connaissance approfondie des dynamiques complexes qui structurent les équilibres mondiaux actuels. Votre candidature intervient dans un contexte exigeant où notre organisation est confrontée à une conjonction de défis d'une intensité particulière. En l'occurrence, la multiplication des foyers de tensions géopolitiques, les contraintes budgétaires croissantes, la crise persistante de liquidité de l'organisation, l'érosion du multilatéralisme ainsi que des interrogations récurrentes quant à l'efficacité de certains mécanismes institutionnels. Dans un tel contexte, Monsieur le Président, où l'Organisation des Nations Unies est parfois perçue comme limitée dans sa capacité d'action face aux crises internationales, quelles réformes institutionnelles et opérationnelles concrètes proposeriez-vous afin de renforcer son efficacité, sa crédibilité et sa capacité de réponse à ces crises multidimensionnelles? Et en second point, face aux conflits majeurs qui marquent l'actualité internationale du moment, notamment en Europe de l'Est, au Proche-Orient, en Afrique en général et dans le Sahel en particulier, quelle approche nouvelle ou priorité stratégique M. Macky Sall, secrétaire général des Nations Unies, mettrait-il en œuvre pour favoriser la médiation et le règlement durable de ces crises, ainsi que la prévention d'éventuels conflits similaires? Monsieur le Président, les pays africains polluent peu, mais subissent de façon rude les effets néfastes du changement climatique. Que feriez-vous en tant que secrétaire général pour amener l'ONU à plus d'actions au profit des pays africains victimes des changements climatiques? Je vous remercie. Je remercie la Côte d'Ivoire, M. Sall. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le représentant de la Côte d'Ivoire, merci beaucoup pour vos questions très pertinentes. Vous avez décrit le cadre. On a une conjonction de facteurs, les contraintes budgétaires, le déficit de confiance entre l'organisation et la plupart, un certain nombre d'États membres en tout cas, clés, ce qui fait qu'on le constate, l'ONU n'est pas forcément autour de la table sur ces grands dossiers. Vous avez rappelé les conflits en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, heureusement, l'ONU est encore très présente. Il faut renforcer cela. L'action diplomatique de l'organisation, je crois, commencera par, une fois que le choix est fait par les États membres du nouveau secrétaire général, si c'est moi qui ai choisi, c'est d'engager une discussion avec les différents pays sur ce que nous sommes prêts à faire ensemble. Finalement, cette organisation, elle a été créée sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale. Rappelons que après la Première Guerre mondiale, il y a eu une organisation, la Société des Nations, League of Nations. Elle a été assez faible et le monde a connu la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que voulons-nous vraiment continuer à observer les choses telles qu'elles sans réagir et que finalement que ce soit la loi du plus fort? Je ne le pense pas, mais il faudra discuter avec les uns et les autres afin d'apporter les réponses les plus appropriées. Sur l'action diplomatique, bien sûr, la médiation restera la clé de voûte. L'action préventive, les dialogues. Et pour l'Afrique, oui, l'Afrique pollue pour moins de 4% et subit de plein fouet les effets des changements climatiques. Donc toute l'action climatique, l'adaptation pour l'Afrique, c'est une action qu'il faut poursuivre et amener les partenaires à accompagner le continent. Je vois que c'est déjà le début. Merci. Merci. I now give the Je donne maintenant la parole à la prochaine organisation de la société civile. Vous avez la parole, Genesis for Children Organization. Ensuite, la Guinée. Merci. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Sall, Monsieur Macky Sall, candidat au poste de secrétaire général, compte tenu de l'impact des conflits sur les enfants, quelles mesures allez-vous prendre pour renforcer la protection et la sécurité des enfants dans les zones de conflit? Comment garantir la reddition de comptes lors de violations des droits des enfants et comment assurer la protection des droits humains? Des enfants innocents meurent au quotidien. Comment remédierez-vous à cette crise? Merci. Je remercie la représentante de la société civile, Genesis for Children Organization. Monsieur Sall, vous avez la parole. Madame la représentante de la société civile, vous l'avez rappelé, dans les zones de conflit, il y a deux catégories qui subissent le plus. Ce sont les enfants et les femmes. Nous avons
on peut compenser cela par la collaboration avec les organisations présentes sur le terrain pour au moins l'échange d'informations et faire en sorte que des résolutions soient prises pour davantage défendre les enfants et les femmes dans les zones de conflit. Et je pense que ce sera un plaidoyer permanent du secrétaire général et de l'ensemble des organes des Nations Unies pour que les enfants soient protégés dans les zones de conflit, mais aussi les femmes, surtout contre les abus. Thank you. I now... Merci. Je donne maintenant la parole à la Guinée, suivie d'El Salvador et de la Guinée. Merci Madame la Présidente et merci à Monsieur Macky Sall pour cette brillante intervention. Monsieur Sall, pourquoi souhaitez-vous devenir secrétaire général des Nations Unies aujourd'hui? Ma première question. La deuxième, quelle serait votre priorité absolue dès votre prise de fonction? Et enfin, la dernière question, l'Afrique doit-elle obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité avec droit de veto conformément à la position commune africaine? Je vous remercie. Je remercie la Guinée et je donne la parole à M. Sall. Merci beaucoup, thank you very much. Merci Madame la représentante de la Guinée. Pourquoi je souhaite postuler pour un poste de secrétaire général de l'ONU dans ce contexte marqué par la fragmentation, marqué par les crises multiples, y compris la crise de liquidité. Je suis convaincu que mes années de travail comme serviteur public m'ont permis de côtoyer différentes forces. Au niveau local, j'ai été maire, j'ai pu arbitrer des conflits parfois très basiques entre les mototaxis et les marchands ou les taximans. Donc, prêter attention aux préoccupations des personnes, même parmi celles qui paraissent être les moins importantes. Aucune personne n'est moins importante, mais également, au fil de mes responsabilités, j'ai appris à négocier avec mes fonctions à la CEDEAO. Je suis intervenu en plein coup d'État au Burkina Faso. Et par la discussion et la persuasion, nous avons obtenu de la junte de remettre le pouvoir en place, ce qui a été fait. La libération du président de transition qui était là et la reprise du pouvoir par les civils. Avec les G20, étant à la tête de l'Union africaine, par la discussion avec tous les leaders, un par un, nous avons obtenu l'adhésion de l'Afrique au G20. Ce n'était pas évident au départ. C'était un vrai défi. Mais c'est par la discussion. Et je crois que cette capacité à discuter avec tout le monde, sans barrière, c'est cette capacité que je peux mettre à la disposition de l'organisation et surtout la capacité aussi de réformer et d'accompagner cette réforme. N'étant ni de droite ni de gauche, quand je dis droite et gauche, je pense à l'Est et à l'Ouest, ni du Nord ou du Sud, même si je viens du Sud, je pense que c'est cette volonté simplement que j'ai à mettre à la disposition de l'ONU et des États membres pour faire avancer notre agenda commun. Enfin, voilà, madame me rappelle, elle est très vigilante, les minutes. Je crois que je vais m'en arrêter là. L'Afrique mérite un poste, bien sûr, de siège permanent au niveau du Conseil de sécurité. L'Afrique a demandé 2 sièges, c'est ça la position africaine. Les autres demandent, au titre des pays, à adhérer. On a entendu tout à l'heure les représentants du G4. Et d'autres régions aussi du monde demandent à être représentées. Je crois que le débat est sur la table. Et la décision, encore une fois, n'est pas celle du secrétaire général. Il pourra faciliter le dialogue, mais ça va être la décision des États membres. Je vous remercie. Distinguished representative of El Salvador. Je vous remercie. El Salvador, suivi de l'Arménie et de Cuba. Gracias, señora presidenta. Madame la Présidente, je vous remercie. Je remercie M. Sall pour cette participation. Mes questions sont les suivantes. Si vous êtes secrétaire général, comment allez-vous équilibrer la nécessité de modernisation
innovations, y compris la transformation numérique, avec la préservation de la compétence technique et des mandats institutionnels. Deuxièmement, comment envisagez-vous de préserver le rôle de l'architecture de la consolidation de la paix pour avoir une démarche plus prévisible et correspondant mieux à la prévention? Quelles sont les mesures concrètes que vous voudriez prendre pour garantir un financement durable pour la consolidation de la paix? Je vous remercie. Je remercie la représentante de El Salvador, Monsieur Sall. Je vous remercie, Madame la représentante d'El Salvador, sur la transformation numérique. Quoique le monde a connu la division, le gap numérique. On l'a appelé le gap numérique après le Y2K, l'an 2000. On a vu les progrès dans les pays en développement et vraiment le retard qui a été noté dans les pays en développement. Heureusement que maintenant avec le numérique, ce gap se résorbe plus facilement. L'intelligence artificielle va permettre aussi de résoudre ce gap, mais il faut que les États travaillent sur cette transformation numérique dans tous les secteurs de la vie, à commencer par le secteur de l'éducation, de la formation, et aussi dans la collaboration à travers une plateforme globale qui devra prendre en charge les problématiques que l'intelligence artificielle et le numérique ne manqueront pas d'apporter. François Rabelais le disait déjà dès le XVIe siècle, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc les progrès technologiques nous apportent beaucoup de bien, mais si s'ils ne sont pas bien traités, ces progrès sont des sources réelles de défis pour notre humanité. Il faudra continuer à travailler là-dessus. Pour les garanties du financement pour la paix, la collaboration avec les communautés régionales, avec les organisations régionales, avec le principe de la subsidiarité, mais également l'exemple de la résolution 2719 avec l'Union africaine est un modèle qui montre que les Nations Unies peuvent travailler avec ces organisations de façon à peut-être réduire les montants des budgets, mais surtout être plus efficace. Cela sera valable dans les autres régions du monde et je pense que nous allons travailler dans cette perspective. Je vous remercie. Thank you. Merci. Je donne maintenant la parole à l'Arménie, suivi de Cuba. Il nous reste 15 minutes. Donc nous allons probablement écouter 3 autres déclarations nationales. Pour vos réponses très éclairantes. À un moment où l'efficacité des Nations Unies en matière de prévention et de consolidation de la paix est de plus en plus remise en question, y compris dans les situations où des accords de paix sont à portée de main, mais demeurent fragiles, comment renforcez-vous le rôle proactif du secrétaire général, tant en matière d'alerte précoce que d'accompagnement et d'institutionnalisation des processus de paix afin de les rendre irréversibles? Nous nous associons également aux préoccupations des pays vulnérables telles exprimées par le Kyrgyzstan pour les pays sans littoral et par les Philippines pour les pays à revenus intermédiaires. Merci. I thank the distinguished representative. Je remercie l'Arménie. Monsieur Sall. Merci beaucoup, monsieur le représentant de l'Arménie. C'est toujours le même sujet important sur l'alerte précoce, sur la prévention, sur la médiation, qui doit être une action de tous les jours, qui doit nous prévenir. Donc, il serait important, cette action est déjà engagée par l'ONU, mais il faudra renforcer certainement ce pôle diplomatique majeur pour la prévention contre les conflits et surtout la médiation. Et on a parlé des envoyés spéciaux, on a parlé des envoyés personnels, et je crois que tout cela sera à la disposition du secrétaire général, mais plus que cela, c'est la collaboration avec les organisations régionales qui sont plus proches sur le terrain qui permettra vraiment d'agir de façon efficace contre
nécessaire pour le transit, mais également pour que des barrières indues ne bloquent pas le commerce international et surtout ne créent pas de charges additionnelles par rapport à leur activité principale, activité nationale. Et dans beaucoup de régions, déjà, ces pays sans non côtiers travaillent avec les pays côtiers dans des cadres pour l'accès à des ports, le développement de ports secs et surtout les corridors de transport pour pouvoir faciliter le transport des marchandises et des biens. Voilà ce que je voulais dire sur ça. Merci. I now give the floor to the... Merci, je donne la parole à Cuba, suivi de la Namibie et la Fédération de Russie. Je vous remercie, Madame la Présidente, Monsieur Macky Sall. Nous reprenons à notre compte les questions posées par le mouvement des non-alignés, le G77 et là aussi, et nous voudrions poser ces questions supplémentaires à titre national. Elles ont déjà été posées d'une certaine façon par d'autres délégations, mais nous voudrions peut-être vous permettre d'aborder certaines questions que vous n'avez pas pu développer. Face à l'escalade de conflits, face aux propos de plus en plus belliqueux, qu'est-ce que vous feriez comme secrétaire général pour promouvoir une culture de paix, de règlement pacifique des différends et du principe de non-emploi de la force? Comment est-ce que vous pensez garantir le traitement, la protection des droits humains impartial, universel, en évitant tout deux poids, deux mesures? Je vous remercie. Je remercie le représentant de Cuba, M. Sall. Merci beaucoup, monsieur le représentant de Cuba, pour votre question. Sur la protection des droits humains, je crois que j'en ai beaucoup parlé. Nous allons au besoin renforcer les moyens sur ce chapitre et éviter des doubles standards également. Je crois l'avoir déjà dit. Ça devrait être une conduite permanente de l'organisation. Pour le reste, nous devons être une vigie sur la protection des droits humains dans tous les pays où ces droits sont violés. Donc c'est ce que je souhaiterais dire. Et pour corriger tout à l'heure, revenons sur la question, je crois, de la Côte d'Ivoire. Pour la position d'Isilveni, je rappelle que c'était, la demande africaine, c'était d'avoir deux postes de membres permanents avec droit de veto et deux postes additionnels de membres non permanents. Je ne voulais pas travestir la position africaine, je voulais juste la rappeler. Donc ce qui montre que voilà, le sujet est sur la table. Thank you. I now... Merci, je donne maintenant la parole au représentant ou à la représentante de la Namibie. Je vous remercie, Madame la Présidente. Monsieur Sall, en septembre 2024, les dirigeants du monde ont adopté l'accord international le plus vaste depuis des années, le Pacte pour l'avenir, un accord notable qui a remis sur les rails le système multilatéral et qui a tracé la voie sur de nombreuses questions thématiques multilatérales. Néanmoins, ma question est la suivante. Quelle est votre vision pour mettre en œuvre le pacte pour l'avenir et comment est-ce que le secrétariat peut au mieux aider les États membres à mettre en œuvre ce plan avant l'examen du pacte en 2028, notamment pour ce qui est de la réforme de l'architecture financière internationale qui devrait permettre de mobiliser le financement ô combien nécessaire pour le développement. Deuxièmement, dans le pacte pour l'avenir, les dirigeants du monde sont convenus que l'Afrique devrait être traitée à titre prioritaire, comme un cas spécial en ce qui concerne la réforme du Conseil de sécurité. La question est la suivante. Comment voyez-vous cette décision sui generis prise par les États membres et comment est-ce que votre bureau appuierait sa mise en œuvre? Troisièmement, que feriez-vous différemment par rapport au secrétaire général actuel pour répondre aux conflits géopolitiques actuels? Merci. Je remercie la Namibie. Monsieur Sall. Merci beaucoup, monsieur le représentant de la Namibie. Pour le pacte du futur, nous l'avons évoqué tout à l'heure, c'est une feuille de route importante et ambitieuse qui a été adoptée par l'Assemblée générale en septembre 2024, donc qui a bien montré l'importance de valoriser le multilatéralisme
charge la problématique de la jeunesse, nous devrons mettre l'accent aussi sur la paix et la sécurité, le développement durable, qui renvoie à l'action climatique, la réforme de la gouvernance mondiale qui nous ramène aussi toujours à la réforme de la nouvelle architecture financière internationale et la problématique du numérique, donc la coopération numérique, tout en réaffirmant l'importance du droit international. Donc le pacte pour l'avenir offre une opportunité de refonder la confiance entre les nations et de revitaliser l'action collective. Nous mettrons en œuvre cette action commune qui a été votée, c'est une résolution de l'Assemblée générale, donc nous allons vraiment apporter tout notre concours pour la mise en œuvre de ce pacte du futur. S'agissant, oui, des priorités, l'Afrique bien sûr est toujours une priorité sur le financement du développement, sur la sécurité, sur la lutte contre le terrorisme, etc. etc. Et l'Afrique aussi a des possibilités, l'Afrique a des opportunités qu'elle offre. Elle est aujourd'hui, par exemple, le réservoir des minéraux critiques sur la transition écologique. Elle a un rôle à jouer. Elle aura besoin de valoriser ses ressources, créant la valeur ajoutée et l'emploi, je l'ai dit tantôt. Et je crois que ce pacte pour le futur devra nous permettre d'aller dans la bonne direction. Maintenant, que ferais-je de différent par rapport au secrétaire général qui était là? D'abord, je lui rends hommage, M. Antonio Guterres. Je crois qu'il a fait tout ce qu'il a pu. Il est tombé dans un moment très difficile. Si je suis élu aussi, je serai dans un moment difficile. Mais difficile est le chemin. Ça ne va pas me décourager pour en tout cas inlassablement travailler avec les États membres pour faire avancer notre agenda commun. Dialoguer, dialoguer, dialoguer toujours. Thank you. I now give... Merci, je donne la parole à la Fédération de Russie. Puis, dernier orateur, Djibouti. Madame la Présidente, merci. La Fédération de Russie pense qu'il est indispensable de choisir le meilleur candidat possible, la meilleure candidate, qui correspondra aux normes les plus strictes de professionnalisme, de compétence et d'attachement aux principes consacrés par la Charte dans leur ensemble et dans leurs liens. À la lumière des questions qui ont déjà été posées, nous allons nous limiter à la question suivante. Tout d'abord, Monsieur Macky Sall, selon vous, le secrétaire général doit-il se baser sur les décisions de l'Assemblée générale qui ne sont pas consensuelles et qui outrepassent le mandat confié à l'Assemblée générale dans le cadre de la Charte, surtout lorsque des questions sont examinées par le Conseil de sécurité? Deuxième question. Pensez-vous que les principes de la Charte de l'ONU peuvent être arrangés selon une hiérarchie avec des plus importantes et moins importantes selon le secrétaire général, comme le principe de détermination ou le principe de l'intégralité des règles? Je vous remercie de votre attention. I thank the distinguished representative of the Russian Federation. Please. Je remercie la Fédération de Russie, M. Sall. Merci beaucoup, Madame la représentante de la Fédération de Russie. Je ne fais pas de commentaires sur ce que vous avez dit sur les normes pour le choix du secrétaire général. En ce qui concerne votre première question, le secrétaire général doit-il se baser sur les décisions de l'Assemblée générale qui parfois ne sont pas consensuelles? Nous avons deux types de résolutions au niveau des Nations Unies. Des résolutions contraignantes que vote le Conseil de sécurité sur les questions qui lui sont soumises, particulièrement les questions de paix et de sécurité. Et nous avons également des résolutions de l'Assemblée générale qui parfois n'ont pas ce caractère contraignant, mais pour lequel nous devons regarder la pertinence ou pas et voir comment apporter une solution. J'ai rappelé tantôt qu'il y a eu plus de 40 000 résolutions, sur lesquelles seuls 4 000 ont fait l'objet, en tout cas, de travail. Ça veut dire qu'il faudra que globalement, les États membres, avec des secrétariats, puissent regarder est-ce que nous voulons changer de méthode de travail, est-ce que nous voulons, sur certaines matières, avancer plus avec l'Assemblée générale et sur les questions liées à la paix et à la sécurité qui sont du ressort du Conseil de sécurité, que ces sujets soient traités convenablement.
particulier le P5, à faire avancer cet agenda. Donc ça, c'est vraiment ce que je voudrais faire. Je serai toujours respectueux de la charte et je serai équidistant par rapport aux différents membres de l'Assemblée générale, de l'Assemblée de l'ONU, en particulier des membres du Conseil de sécurité et des P5. Thank you. I now give the floor. Merci. Je donne la parole à Djibouti, dernier orateur pour ce débat, ce dialogue interactif. Je vous en prie. Thank you very much. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ainsi de ces 2 jours, je remercie aussi le président Macky Sall de son exposé. Madame la Présidente, alors que la crise de la dette s'aggrave, que l'APD aussi, et qu'il n'y a pas suffisamment de financement pour le changement climatique, comment souhaitez-vous promouvoir une réforme fondamentale de l'architecture financière internationale et comment allez-vous réagir aux réalités et aux priorités des pays en développement, notamment des PMA, surtout en Afrique? Je vous remercie. Please, Mr. Sall. Monsieur Sall. Merci beaucoup, M. le représentant de Djibouti. J'ai parlé de 40 000 mandats tout à l'heure de résolution. La dette augmente, on le sait, pendant que l'aide publique au développement diminue. On est devant cette situation. Donc il nous faut trouver une alternative. Et cette alternative, c'est la nouvelle architecture financière pour voir par quel mécanisme alternatif nous pouvons combiner et renforcer l'aide publique au développement et mettre en adéquation, j'allais dire, mettre également en appui le financement du secteur privé avec les mécanismes de garantie qu'il faut. Je crois que c'est un sujet qui est sur la table et comme c'est vraiment Madame le dernier orateur, je voudrais en profiter pour tirer quelques conclusions avant de vous redonner la parole. 1 minute. Thank you, Madam President, ladies and gentlemen. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Le monde et les défis de notre temps nous rappellent une vérité indispensable. La destinée du monde est une destinée partagée. C'est pourquoi l'ONU demeure indispensable. Elle a été créée parce qu'aucune nation seule ne peut relever les défis de notre temps. 80 ans plus tard, cette vérité tient toujours la route. Dans un monde fracturé, comme jamais, nous devons rétablir la confiance. Et nous devons à nouveau avoir la volonté d'agir ensemble. Et c'est dans le cadre de cette destinée partagée que je cherche à me mettre au service de l'ONU. Je vous remercie, Madame la Présidente. C'est moi qui vous remercie. Merci, Monsieur Sall. C'est la fin de ce dialogue interactif qui nous a permis de remercier M. Sall et de remercier les États membres et les membres de la société civile de leur contribution. Un instant, s'il vous plaît, j'aimerais aussi remercier, au nom des 193 États membres, les équipes qui ont rendu ce dialogue interactif possible et surtout, je tiens à remercier les préposés, les ingénieurs du son, les interprètes, l'équipe du direct, l'équipe média, la société civile, l'équipe sécurité, l'équipe du protocole, le secrétariat de l'Assemblée générale et les équipes du bureau de la présidence. Merci beaucoup de cet exploit commun. On est meilleurs ensemble.